Si vous regardez régulièrement Weird History Food, alors vous savez que parfois les chaînes de restauration rapide trébuchent, et parfois elles disparaissent même. Cela dit, tout ce que vous croyez disparu ne l'est pas vraiment. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons regarder certaines chaînes de restauration rapide que vous pensiez disparues, mais qui ne le sont pas. Il est difficile d'être plus typique des années 90 que Kenny Rogers Roasters. C'est peut-être à cause de son lien historique avec un épisode inoubliable de Seinfeld. Peut-être est-ce à cause des vestes à strass de Kenny. Quoi qu'il en soit, la chaîne est sonnée de l'amour d'une superstar country pour le poulet rôti. C'est un peu comme si Billie Eilish ouvrait un steakhouse à la Western Sizzlin, ou si Dua Lipa lançait fièrement sa propre version de l'Olive Garden. Voici comment cela s'est passé. En 1991, le partenaire de duo de Dolly Parton, Kenny Rogers, s'est associé à l'ancien dirigeant de KFC, John Equan Brown Jr., pour lancer une chaîne spécialisée dans le poulet rôti à la broche. L'objectif était d'attirer la génération X, plus attentive à sa santé, avec une alternative au poulet frit. Cela a marché un temps. Les établissements se sont multipliés dans tout le pays, la chaîne paraissant devenir un pilier de la restauration rapide. Finalement, cependant, la dure réalité de la concurrence avec des méga-corporations ayant des décennies d'expérience derrière elles s'est imposée. À la fin des années 90, la chaîne avait essentiellement cessé ses activités aux États-Unis, et l'Amérique a commencé à pleurer la disparition de cette franchise brièvement populaire. Mais cela ne concernait que l'Amérique. Beaucoup ignorent que Kenny Rogers Roasters a eu bien plus de succès à l'étranger, où la chaîne existe toujours. Aujourd'hui, aux mains de propriétaires malaisiens, la marque opère principalement en Asie. Et dans des pays comme la Malaisie et les Philippines, Kenny Rogers reste une chaîne incroyablement populaire, servant du poulet rôti à des clients qui n'ont probablement qu'une vague idée de qui est le gars à l'allure de Père Noël maigre sur l'enseigne. Si vous êtes jeune, vous n'avez sans doute jamais vu un Burger Chef. On dirait une imitation de McDonald's dans un film indépendant, mais c'est réel. Burger Chef a même surpassé McDonald's à une époque. Fondé à Indianapolis dans les années 1950, Burger Chef est devenu l'une des chaînes à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Et au début des années 1970, elle exploitait plus de 1000 établissements et figurait parmi les plus grandes chaînes de burgers du pays. Ils ont même introduit des concepts qui sont devenus des standards de l'industrie. Par exemple, le menu pour enfants, qu'ils servaient bien avant que McDonald's ne crée le Happy Meal. Burger Chef a passé des années à créer le manuel du fast-food moderne, mais McDonald's a triché et obtenu tout le mérite. Puis la concurrence s'est intensifiée. McDonald's et Burger King sont devenus plus grands, tandis que Wendy's, était présente. En résumé, Burger Chef a rencontré des problèmes opérationnels lors de son expansion, ce qui a ralenti les ventes. Finalement, General Foods a vendu la chaîne à Hardee's, qui a progressivement transformé les établissements en restaurants, Hardee's tout au long des années 1980, et Burger Chef, en tant qu'entreprise indépendante, a lentement disparu. Le dernier Burger Chef officiel a fermé en 1996, mais officieusement, là où paraît-il se trouvent tous les meilleurs restaurants, quelques anciens établissements ont continué à servir des plats associés à la chaîne. Un restaurant à Cleveland, Tennessee par exemple, n'a même jamais vraiment fermé. Au lieu de cela, il a simplement changé de nom pour devenir The Chef sous le couvert de la nuit et a continué à vendre exactement les mêmes produits, y compris la légendaire Hot Slaw de la chaîne. En conséquence, on l'appelle parfois presque Burger Chef, et il est particulièrement célèbre parmi les passionnés de Burger Chef. Et oui, il existe des passionnés de Burger Chef. Arthur Treacher n'était ni chef, ni restaurateur, ni même amateur de poissons, à ce que l'on sache. C'était un acteur anglais surtout connu pour jouer des majordomes, des valets, et le genre de type qui annonçait que le dîner était servi avant de disparaître dans une autre pièce pour traîner avec le reste du personnel. Mais apparemment, pour les Américains, c'est tout ce qu'il faut pour être le porte-parole d'une chaîne de fish and chips. Fondé à la fin des années 1960, Arthur Treacher's est arrivé au bon moment. La restauration rapide dominait l'Amérique. Les concepts de fruits de mer restaient rares et les consommateurs cherchaient d'autres options que les hamburgers. En plus, les Américains ont toujours été fascinés par tout ce qui est vaguement britannique. Sérieusement, ajouter un accent anglais, et tout à coup, des mocassins frits enveloppés dans de vieux journaux semblent être un plat que le roi pourrait manger. La chaîne a connu une croissance fulgurante et, fin des années 1970, Arthur Treacher's possédait plus de 800 établissements aux États-Unis. On pensait alors que le fish and chips deviendrait le prochain hot dog ou sandwich sous-marin américain. Mais Poséidon et le libre marché en avaient décidé autrement. Au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, le prix du poisson a flambé. De nouveaux concurrents comme Captain D's et Long John Silver's ont commencé à s'imposer.
et bientôt tout le modèle économique a commencé à s'effondrer. Au cours des décennies suivantes, Arthur Treacher's a lentement dérivé vers cet étrange espace liminal où des endroits comme Radio Shack existent. Un endroit qui n'existe que dans les souvenirs des personnes d'un certain âge. Mais même ces anciens pourraient être surpris d'apprendre qu'Arthur Treacher's existe toujours. Oui, il reste encore 3 établissements indépendants, et chacun d'eux se trouve dans le nord-est de l'Ohio, pas dans le Massachusetts, ni dans le Maine, ni même dans un endroit proche de l'océan. Le bon vieil Ohio sans accès à la mer. Roy Rogers n'était pas seulement un restaurant. Pour beaucoup d'Américains, surtout dans toute la région médio-atlantique, c'était LE restaurant. Baptisé en l'honneur du cow-boy chanteur Roy Rogers, apparu dans près de 90 films, la chaîne a été créée en 1968, lorsque Marriott a renommé plusieurs de ses restaurants sous le nom d'une célébrité. Comme déjà mentionné ici, la familiarité fait vendre et les résultats ont été remarquables. En 20 ans, Roy Rogers s'est étendu à plus de 600 établissements dans tout le pays dans les années 1980. Pour d'innombrables voyageurs, un voyage en voiture n'en était pas vraiment un sans un Roy Rogers quelque part sur le trajet. Puis est arrivée une décision d'entreprise qui est peut-être vraiment l'une des plus désastreuses de l'histoire de la restauration rapide. Marriott a vendu la chaîne à Hardee's. À l'époque, cela paraissait sans doute logique. Les entreprises rachètent souvent d'autres sociétés et parlent de synergie ou de cohésion de marque. Plus tôt, nous avons évoqué une autre entreprise presque disparue rachetée par Hardee's, Burger Chef, et la situation était à peu près la même. Hardee's a commencé à transformer les établissements Roy Rogers en restaurants Hardee's, apparemment en partant du principe que les clients allaient simplement hausser les épaules et accepter le changement. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui a suivi, c'est un long et lent déclin, marqué par des fermetures de magasins, des changements de propriétaires et une présence de plus en plus réduite. La chaîne s'est repliée d'État en État, restant surtout dans quelques bastions de la région médio-atlantique. Mais comme d'autres de cette liste, Roy Rogers n'a jamais totalement disparu. Il subsiste aujourd'hui environ 36 établissements, dispersés comme l'aurait chanté Rogers. À ce stade, la survie de la chaîne ressemble moins à une histoire de réussite commerciale qu'à de la pure obstination. Rax pourrait bien être l'histoire de réussite la plus étrange de toute cette liste. En partie parce que, même à son apogée, Rax n'a jamais vraiment su quel type de restaurant il voulait être. Lors de son lancement, le concept était très basique, copier Arbaz, un modèle commercial solide mais un peu douteux. Les Américains s'étaient habitués au sandwich au roast beef rapide, et la concurrence entre chaînes de burgers similaires montrait que l'originalité n'intéressait personne. Mais quelque part en cours de route, l'entreprise a subi une crise d'identité d'une ampleur assez épique. À un moment donné, dans les années 80, Rax s'est convaincu que la restauration rapide traditionnelle était trop banale. Avant même qu'on s'en rende compte, ils ajoutaient des bars à salade et à pâtes. Dans certains établissements, ils testaient même le sushi. Si vous pensez qu'un restaurant de rôti de bœuf qui se met soudainement au sushi, ce n'est pas bon signe, vous avez raison. On avait l'impression que l'entreprise avait observé tous les concepts de restaurants à succès en Amérique et avait décidé que la meilleure stratégie était de devenir tous ces concepts à la fois, comme une sorte de méga-mégazord. Ne parlons même pas de la longueur des menus. Comme la plupart des chaînes de cette liste, elles ont fini par sombrer dans des difficultés financières. Pourtant, malgré de nombreux obstacles, y compris ceux qu'elle a créés, Rax a survécu et possède encore quelques établissements actifs. Si cela vous intéresse, il y en a dans l'Ohio, le Kentucky et l'Illinois. Mr Donut est une chaîne qui aurait dû disparaître il y a des décennies. Fondée dans les années 1950, elle a longtemps rivalisé avec Dunkin' Donuts. Cette rivalité était d'autant plus ironique que le fondateur de Mr Donut avait travaillé avec celui de Dunkin', rendant les deux entreprises presque familiales. Pendant des années, ils se sont affrontés dans le secteur des donuts, chacun essayant de conquérir les clients un beignet glacé à la fois. Finalement, la plupart des établissements Mr Donut ont été dépassés par leurs rivaux et leurs célèbres accents de Boston. La marque Mr Donut a progressivement disparu des États-Unis, et du point de vue américain, cela semblait être la fin de l'histoire. Mr Donut a perdu, Dunkin' a gagné, affaire classée. Sauf que ce n'est pas vraiment le cas. Parce que pendant que l'Amérique découvrait le café glacé de Dunkin', le Japon était occupé à transformer Mr Donut en une véritable institution culturelle. Aujourd'hui, Mr Donut compte des milliers d'établissements en Asie, surtout au Japon où la marque a tant de succès que beaucoup d'Américains sont surpris d'apprendre son origine américaine.
La plupart des chaînes de restaurants mettent des décennies à s'imposer à l'international via une planification rigoureuse, des stratégies onéreuses et de nombreuses réunions de direction. D'une façon étrange, Mr Donut a accompli le rêve de presque toutes les chaînes de restauration rapide au monde, même si l'enseigne aurait sans doute préféré réussir chez elle comme à l'étranger. Au final, cependant, l'histoire de Mr Donut ressemble moins à une chaîne de restaurants qui meurt qu'à une chaîne qui simule sa propre mort, déménage à l'étranger et recommence sa vie avec une plus grande maison et une nouvelle famille. Boston Market est un peu différent des autres chaînes de cette liste, car la plupart des gens pensent encore qu'elle existe, et ce n'est pas non plus dans le genre Berenstein Bears Berenstein. Si vous demandiez à 10 personnes si Boston Market existe encore, la plupart diraient un oui et supposeraient qu'il est près de Annie's Pretzels, dans l'aire de restauration du centre commercial. Techniquement, ils n'ont pas tout à fait tort. Boston Market fait partie de ces restaurants qui survivent dans un état semi-conscient depuis si longtemps qu'on ignore vraiment ce qui s'y passe. Mais dans les années 1990, les Américains adoraient la cuisine familiale rustique sans tout le désordre ou la famille qui va avec. Et l'entreprise semblait inarrêtable. C'était comme si ta grand-mère était là, prête à cuisiner du poulet dès qu'on le demandait, surtout pour 20 $. Les gens adoraient et la chaîne s'est vite développée partout. Et, à son apogée, Boston Market exploitait plus de 1000 restaurants à travers le pays. Mais, et n'hésitez pas à chanter si vous connaissez la chanson, l'entreprise a déposé le bilan, les restaurants ont commencé à fermer, l'enseigne a changé de propriétaire, d'autres restaurants ont fermé, puis il y a eu d'autres rachats et Boston Market est entré dans une longue période de sommeil qui a duré des décennies. À intervalles de quelques années, quelqu'un rachetait l'enseigne, promettait de la relancer, fermait un tas de restaurants, puis refilait le problème à quelqu'un d'autre, comme dans une course de relais, version place réconfortant. Malgré tout cela, d'une manière ou d'une autre, à travers toutes ces épreuves, Boston Market a refusé de disparaître. À la fin de 2024, il ne reste plus que 16 établissements, et on parle d'une entreprise qui comptait autrefois plus de 1000 restaurants. Ce n'est pas un simple déclin. C'est le type d'effondrement de population que les biologistes étudient pour sauver des espèces menacées. Les années 1990 ont vu l'apogée du mouvement des steakhouse à thème. À l'époque, on ne pouvait pas simplement servir un steak. Il fallait aussi convaincre les gens qu'ils mangeaient ce steak dans un endroit complètement différent, comme l'Australie. Mais dans le cas du Lone Star Steakhouse, vous n'alliez pas seulement être au Texas, mais dans une version du Texas façon boutique de souvenirs entièrement sur le thème du Far West. La musique country jouait dans les haut-parleurs et les portes de saloon battaient alors que vous vouliez juste aller aux toilettes. Il y avait tellement de bois rustique et de cordes qu'on aurait cru s'être engagé pour garder le bétail au lieu de simplement sortir dîner en famille. Et les gens adoraient ça. À son apogée, Lone Star Steakhouse comptait plus de 260 établissements à travers l'Amérique. Mais à ce stade de la vidéo, vous connaissez la chanson « Succès puis expansion », suivie d'une surexpansion et l'inévitable duo panique et faillite. Puis cette lente agonie où les établissements disparaissent si progressivement que personne ne s'en rend compte, jusqu'au jour où l'on réalise qu'on n'a pas vu l'enseigne depuis 15 ans, un à un ce qui avait été une ruée de steakhouse agressivement masculin est devenu un seul et unique incroyablement étrange, littéralement Lone Star Steakhouse. Vous vous attendriez probablement à ce qu'il soit dans un endroit comme le Texas ou l'Oklahoma, mais non. À la fin de 2025, le dernier Lone Star Steakhouse encore en activité se trouve, tenez-vous bien, à Guam. Vous savez, à l'est des Philippines, au sud du Japon, Guam. Oui, le dernier Lone Star se trouve à près de 13 000 km de l'État dont il porte le nom, niché sur une base du corps des Marines pour offrir aux soldats un avant-goût des bons vieux chapeaux de cow-boy et des éperons. Donc même si la conquête de l'Amérique par la chaîne est terminée, une étoile solitaire dans le Pacifique occidental continue d'inviter les soldats à venir manger des grillades. Et honnêtement, si vous essayez d'imaginer la fin la plus étrange possible pour une chaîne de steakhouse appelée Lone Star, vous ne pourriez probablement pas trouver mieux que ça. Alors, qu'en pensez-vous ? Quels autres restaurants que l'on croit fermés sont encore ouverts ? Dites-le nous en commentaire. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Puis allez jeter un œil à certaines de ces autres vidéos de Weird History Food.